désolé pour le retard, vraiment. Je vais essayer de rattraper un petit peu, ça va aller vite. Serverless et PHP, Mathieu Napoli, blablabla. Serverless. Donc l'idée de ce talk, c'est de partir très très large. On va parler de serverless. Si vous ne connaissez pas, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que c'est que serverless? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, on va progressivement se rapprocher de PHP et voir comment faire tourner PHP sur des providers serverless. Et surtout pourquoi. Donc la manière dont j'aime bien présenter un peu le serverless, c'est de partir de l'actuel. Aujourd'hui, si on veut mettre une application en prod, on réfléchit avec des ressources. On va louer un serveur, on va payer pour de l'espace disque. Et l'idée de l'approche avec serverless, c'est qu'on va passer de réfléchir en mode ressources à réfléchir en mode service. Alors qu'est-ce que j'entends par service? Je vais vous donner quelques exemples. Certains vont peut-être vous sembler assez familiers. Le premier, Storage as a Service. Amazon S3 est un très bon exemple de provider serverless. Ça ne concerne pas du tout le code, mais c'est l'hébergement de fichiers. Database as a Service, Cache as a Service, Authentication as a Service, Search as a Service, il y en a beaucoup. On est un peu dans l'ère des services aujourd'hui. Et l'approche avec ces services-là, c'est qu'à la différence d'une ressource qu'on va payer pour une ressource fixe et se débrouiller pour faire tourner l'application ou ce qu'on veut dessus, avec les services, on paye, en gros, le job il est fait, quoi. C'est à Amazon ou c'est à Google ou c'est à Microsoft Azure de s'occuper que les fichiers sont bien stockés et que la base de données fonctionne correctement. Alors, ces services-là, 3 avantages clés, enfin le serverless en tout cas, 3 avantages clés. Le premier, c'est que l'effort opérationnel est réduit. On a moins de choses à faire, moins de choses à se soucier pour que le service tourne en production. Parce que le service est plus haut niveau, on n'a pas besoin de monitorer nos ressources, on n'a pas besoin de gérer... je prends encore une fois l'exemple d'Amazon S3, je trouve que c'est un très bon exemple, très représentatif. Au lieu de me dire je vais prendre un disque dur de 200 Go et faire attention à ne pas le remplir, et si j'arrive à le remplir, il va falloir que j'en loue un deuxième, avec Amazon S3, on n'a pas de limite et on pousse nos fichiers autant que nécessaire. Le deuxième avantage, c'est la scalabilité. Ça, c'est pas mal. C'est encore une fois, je prends l'exemple d'Amazon S3 parce que c'est parfait. Amazon S3, il n'y a pas de limite. On ne se dit pas, je veux réserver 200 gigas. On compte en fait sur Amazon pour nous fournir autant d'espace ou autant de ressources que nécessaire. Amazon est mieux placé que moi et j'imagine peut-être mieux placé que nous pour scaler des services et des serveurs. Et le troisième avantage clé, c'est le coût. On entend souvent parler au niveau de serverless. Parce que la différence fondamentale entre payer pour une ressource et payer pour un service, c'est que le service, on le paye à l'utilisation. Donc, encore une fois, mon disque de 200 Go, je paye mes 200 Go que j'en utilise la moitié ou pas. Sur Amazon S3, je vais payer au méga de stockage près. Donc, dans certaines situations, pas toutes, mais dans certaines situations, je vais pouvoir faire des grosses économies parce que je ne paye que ceux que j'utilise. Et ce qui nous intéresse peut-être plus ici là, concernant le serverless, c'est ce qu'on appelle Function as a Service. Donc c'est un type de service précis qui concerne l'exécution de code. Donc au lieu de me dire je vais installer Apache, etc. et faire tourner mon appli, je vais pousser mon code et c'est Amazon, encore une fois, ou les autres serveurs, les autres providers, qui vont se charger de le faire tourner. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire tourner une application? Je vais parler du web déjà. Le web, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Exécuter une appli web, c'est on attend une requête, la flèche verte, la requête arrive, et puis quand elle arrive, il faut qu'il y ait un bout de code qui s'exécute, notre contrôleur, notre handler, peu importe, mais il faut qu'il y ait un bout de code qui s'exécute. Et le bout de code sera responsable pour envoyer la réponse. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, c'est plutôt comme ça. La grande barre bleue, c'est le serveur qui tourne, c'est le démon qui écoute sur le port 80 et qui attend les requêtes. Et quand il y a une requête qui arrive, il va exécuter le bon bout de code qu'il faut exécuter. Le passage à serverless et à function as a service, c'est passer de ça à ça. On va enlever tout ce qui est démon, tout ce qui est j'écoute, j'attends, je fais du polling, etc. On va l'enlever. Ce sera maintenant le job d'Amazon, Google. Et nous, on va se concentrer à écrire le bout de code qui sera exécuté, donc la fonction, d'où le nom function as a service. 2 aspects clés à cette transformation. Le premier, c'est que, vous l'avez vu, on ne va plus penser à une application qui tourne, on va penser à des événements qui vont déclencher notre code. Alors, événement requête HTTP, c'est un événement. Donc je peux écrire un bout de code qui répond à une requête HTTP. Un autre type d'événement, ça peut être un message dans une file de messages, type RabbitMQ, ce genre de choses-là. Donc au lieu d'écrire le worker qui va attendre qu'il y ait des messages et traiter les messages qui arrivent, on va écrire le code qui traite le message, et puis ce sera à Amazon d'exécuter un bout de code quand il faut. Un cron, ça peut être un événement aussi. À telle heure, exécute mon bout de code.
Bref, on écrit la fonction qui répond à un événement. Et deuxième aspect clé, c'est que c'est stateless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état partagé, d'état en mémoire partagé entre les événements. Alors je reviens très rapidement là-dessus pour expliquer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe chez Amazon Lambda, chez Google Cloud Functions, etc., quand justement il y a un événement, une requête HTTP qui arrive? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un conteneur Linux, un peu comme Docker, sauf que ce n'est pas du Docker, mais voilà, il y a un conteneur qui est démarré, avec notre code qui est dedans. Le code va être exécuté pour traiter l'événement, et quand c'est fini, le conteneur s'éteint. C'est pour ça que c'est stateless, c'est qu'à la prochaine exécution, on recommence de zéro. Et donc ça, c'est une transformation qui est assez importante pour les applications du type Go, Node, Python, Java, etc. Parce que dans ces langages-là, généralement, la première chose que fait l'application quand on la démarre, elle écoute sur le port 80 et elle attend les requêtes. Donc ça, on oublie, on va se concentrer d'écrire la fonction. C'est intéressant, et peut-être que vous réfléchissez déjà à PHP, parce qu'en PHP, on fonctionne déjà un petit peu comme ça. On écrit du code qui s'exécute pour une requête, c'est le rôle d'Nginx ou d'Apache d'attendre en fait les requêtes. Et bien sûr, en PHP, c'est stateless dans le sens où chaque exécution est complètement séparée des autres, il n'y a pas de partage de variables globales, etc. C'est ce qui permet de faire des trucs des fois assez sympas en PHP. En tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est qu'en PHP, on a une petite longueur d'avance sur les autres langages sur le serverless. Et c'est assez cool. C'est aussi assez dommage parce que PHP en fait est très peu supporté sur les plateformes serverless type Amazon Lambda. Ça ne va pas nous arrêter, hein, je vous rassure. Revenons sur les avantages clés à utiliser le serverless et voyons par rapport à Functions as a Service ce que ça veut dire. Alors premier, l'effort opérationnel qui est réduit. Si je déploie du code sur Amazon Lambda, je ne vais pas avoir besoin de gérer Linux, les mises à jour pour les failles de sécurité qui peuvent sortir, ou ce genre de choses-là. Je ne vais pas avoir besoin de gérer le serveur web et de configurer ça pour que ça scale correctement. C'est maintenant le job d'Amazon. Mon job, c'est d'écrire du code qui a le moins de bugs possible. Alors bien sûr, c'est pas magique, hein, on va pas se mentir. Il y a plein de choses à gérer en moins, mais il y a des petites nouvelles choses à gérer en plus. Des choses nouvelles, des choses auxquelles on n'a pas d'expérience, on n'a pas d'expertise, etc. On n'a pas l'habitude. Donc des fois, c'est un petit peu plus compliqué. L'idée, c'est qu'avec le temps, bien sûr, nos outils s'améliorent et notre expérience s'améliore. Pour illustrer un petit peu la simplicité, je vous ai fait une capture d'écran de ce qu'on a sur Amazon quand on veut créer une nouvelle lambda, une nouvelle fonction. C'est la même chose, je vais utiliser les termes de manière interchangeable. On a ça. Alors tout d'abord, on upload notre code dans un zip. Alors, pourquoi un zip? Bon, un zip, hein, on va voir plus tard qu'on n'est pas obligé de se restreindre à ça, mais en tout cas on upload notre code dans un zip, on choisit notre langage, notre runtime, Node.js, Go, Java, Python. Il n'y a pas PHP sur Amazon Lambda, encore une fois. Et on définit notre handler. C'est très simple, c'est le nom du fichier, point, le nom de la fonction à appeler. Et ensuite, quand il y a un événement, alors on va configurer les événements ailleurs, quand il y a un événement, Amazon va appeler notre bout de code. Deux exemples en Python et JavaScript. Vous voyez que c'est une fonction très simple. C'est une fonction qui prend une variable qui s'appelle event en paramètre. Ça peut être un tableau ou un objet qui représente l'événement qui a déclenché l'exécution de la fonction. Donc si c'est une requête HTTP, ce sera la requête HTTP. Si c'est un message dans une file de messages, ce sera le message. Si c'est un cron, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il ne doit pas y avoir grand-chose. Et on peut renvoyer une réponse si on veut. Pour un cron, je pense qu'il n'attend pas trop de réponses, mais pour une requête HTTP, on peut renvoyer la réponse. Voilà. En JS, on voit que c'est fait d'une manière asynchrone, mais c'est le même principe. Donc ça, c'est, voilà. Vous pouvez le voir, c'est assez simple de déployer une lambda. Au niveau scalabilité, pourquoi est-ce que c'est plus scalable? C'est facile à dire, hein, mais en tout cas, pourquoi est-ce que on parle de scalabilité? Revenons là-dessus. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a une requête HTTP. Quand il y a 0 requête HTTP, il n'y a rien qui s'exécute. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a 1000 requêtes HTTP au même moment, à la même milliseconde? Mais il se passe ça. Notre code va être démarré dans 1000 conteneurs différents, de manière complètement séparée, et chaque conteneur, chaque exécution, chaque lambda, en fait, chaque instance, va gérer une requête. Encore une fois, c'est lié à l'aspect stateless dont je parlais un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interférence entre tous les conteneurs, et chaque conteneur traite une requête. Ça peut très bien être fait sur des data centers différents. Cet aspect où qu'il y en ait une ou qu'il y en ait 1000, c'est la même chose. En fait, c'est super intéressant parce que, en gros, j'exagère un peu, mais on est limité par la puissance de calcul d'Amazon. Donc on est plutôt bien parti, quoi. Alors bien sûr, restons prudents, s'il y a 1000
process PHP équitable dans la même base de données, bah, il va y avoir un petit goulot d'étranglement. Donc généralement, ce qu'on fait, si on attend de la charge, si on n'attend pas trop de charge, il n'y a pas de problème, hein, mais si on attend de la charge, on va dimensionner la base de données correctement, ou alors on va utiliser de bout en bout des composants serverless qui vont avoir la capacité de scaler plus ou moins à la même rapidité, hein, bien sûr, méfions-nous, hein, mais voilà. De bout en bout serverless, ce qui permet d'éviter les goulots d'étranglement. Parce qu'il y a des bases de données serverless, il y a des load balancers, etc. Bref. Troisième avantage, les coûts. Pourquoi est-ce que c'est intéressant au niveau des coûts? Alors, prenons ce graphe d'applications qui tournent en production. Ça, c'est la somme des requêtes HTTP par heure. On voit que la nuit, il ne se passe pas grand-chose. Le matin, il y a un petit pic de trafic. Et puis le soir, à 21h, c'est là où on a notre pic de trafic. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dimensionner notre serveur dans l'approche traditionnelle. Hein. On va dimensionner notre serveur pour qu'à 21h, tout se passe bien, on puisse gérer toutes les requêtes. Si on est prudent, on fait x2 ou x3 même. Donc à 21h, tout est super. Mais le reste de la journée, bah, on est un peu surdimensionné, quoi. Grosso modo, si je schématise, en approche traditionnelle avec des serveurs, avec des ressources, on paye pour cette boîte bleue qui est parfaite à 21h et le reste du temps, on paye un peu trop. En serverless, avec l'approche serverless, en fait, on va payer l'exécution de notre code à la milliseconde, enfin à la centaine de millisecondes près. Notre conteneur démarre, il s'exécute pendant 200 millisecondes, on paye pour 200 millisecondes de temps d'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, on va payer quelque chose qui est proportionnel à la surface verte qu'on voit là. Donc si je continue un peu la métaphore, un peu tirée par les cheveux, mais en serverless, on paye quelque chose proportionnel à la surface verte. En non-serverless, on paye quelque chose qui est proportionnel à la surface verte plus surface bleue. Donc tout ça pour dire quoi? Dans notre graphe, plus on a de bleu, bah, plus on paye pour des ressources qui ne sont pas utilisées. Donc plus on a de bleu, plus on gaspille de l'argent. Plus on a de bleu, plus ça peut être avantageux de passer au serverless. Donc ça dépend des applications. Regardez un petit peu à quoi ressemble votre courbe en production. Hein. Ce qu'il faut bien sûr avoir conscience, c'est que le coût du temps CPU, enfin le temps d'exécution sur du serverless est plus élevé que le coût du temps d'exécution sur une machine EC2 ou un serveur dédié, hein, parce qu'on est sur un service plus haut niveau. Mais dans une bonne partie des applications, on peut faire des économies en ne payant pas ce qu'on n'utilise pas. Il y a certains types d'applications qui s'y prêtent encore mieux, il y a beaucoup plus de bleu en fait. Les workers, les crons, les batch process qui tournent la nuit, qui sont super importants pour le business et qu'on va réserver un serveur juste pour ça, bah, là il y a beaucoup de bleu. Bon, ça peut être intéressant. Alors, Function as a Service en général, il y a plein de providers qui existent. Le plus connu c'est Amazon Lambda, chez AWS. C'est stable, c'est fiable, c'est scalable, ça répond aux promesses. C'est utilisé par des très grosses entreprises, donc si vous posez des questions, allez sur Amazon Lambda, c'est valeur sûre. Il en existe d'autres. IBM OpenWhisk, c'est intéressant parce qu'ils utilisent des conteneurs Docker. Donc on peut faire tourner PHP par exemple. Sur Amazon Lambda, il n'y a pas PHP, je le répète. Microsoft Azure, ils ont un support PHP, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner la dernière fois que j'ai essayé. Cela dit, apparemment, ça bouge beaucoup, donc voilà. À voir aussi en termes de stabilité. Et Google Azure Functions, qui fait la même chose aussi, mais qui ne supporte pas PHP. Et donc, on y vient, PHP, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous parler juste d'Amazon Lambda, parce que c'est vraiment la valeur sûre, c'est le truc qui est utilisé le plus populaire. Comment on fait tourner du PHP sur Amazon Lambda? Il existe une solution qui est même documentée par Amazon, qui est utilisée par pas mal de monde en fait en ligne, il y a pas mal d'articles de blog à ce sujet-là, il y a des projets open source, mais elle est un petit peu bizarre, elle va peut-être vous sembler un petit peu bizarre. L'idée c'est qu'on va écrire une lambda en Go ou en Node ou en ce qu'on veut, et dans cette lambda on va mettre notre script PHP et on va mettre le binaire PHP. Parce qu'un conteneur Linux avant tout c'est Linux, donc on peut compiler PHP pour cette version de Linux. Donc on met tout ça dans notre lambda, et puis on demande à Node ou à Go d'exécuter PHP. Alors ça paraît peut-être un petit peu bizarre, en fait ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Parce qu'on n'est pas en train de recoder un PHP FPM ou un Nginx ou un load balancer, un reverse proxy ou quoi que ce soit. On n'a pas de problème de concurrence ou de charge de trafic. Une lambda, c'est une requête, point final. Qu'à partir du moment où ça marche une fois, bah, juste ça marche. Le script, alors Node.js, c'est celui qui marche le mieux pour ce cas d'utilisation. Node.js, le script qui fait le petit proxy vers PHP, ça se crée en 40 lignes, c'est extrêmement simple. 40 lignes de JS, uploader le binaire, voilà, et ça marche. Personnellement, c'est ce que j'ai fait sur mes premières lambda pour tester, et effectivement ça marche bien.
c'est juste un peu laborieux à faire à chaque fois, surtout mettre le zip, etc. Alors c'est pour ça que j'ai commencé le projet open source qui s'appelle Bref. Donc Bref, c'est sur GitHub, et c'est ce qui permet en fait, d'apporter le support de PHP sur Amazon Lambda. Donc Bref va s'occuper d'écrire le petit bout de JavaScript qu'il faut bien, de compiler PHP, de vous mettre la bonne version. Avec Bref, on peut choisir les versions de PHP, etc. On écrit une lambda donc comme une fonction classique. Ne vous focalisez pas trop sur le petit signe lambda là. C'est juste pour le fun, c'est un alias de fonction. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est juste que ça rentre très bien dans les slides, ça m'arrangeait. Mais voilà, toujours est-il que ça marche. Bref ne s'arrête pas là pour autant. Bref a 3 objectifs. Le premier, j'ai dit, c'est le support PHP. Le deuxième, c'est les déploiements. Parce que le zip, ça va bien 5 minutes, mais c'est un peu limité. Alors en interne, Bref utilise un projet qui s'appelle le Framework Serverless, qui n'est pas du tout un truc officiel, hein, mais qui marche très très bien, qui s'occupe en ligne de commande, on peut uploader des lambdas, préconfigurer un petit peu tout, c'est génial. Et Bref ajoute par-dessus le choix de la version PHP, le choix des extensions PHP, la configuration qui va bien pour l'installation des dépendances composer, enfin toutes ces choses-là, php.ini. Et Bref a un troisième objectif, qui est pour moi un des plus importants. Comme je le disais, avec PHP, on a une longueur d'avance. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Contrairement aux autres langages où on est obligé de changer d'architecture dans nos applis, en PHP, on n'est pas obligé. Ce qui veut dire que Symfony, Laravel, les frameworks PSR15, PSR7, etc., marchent sur Amazon Lambda, avec souvent très peu de modifications. Donc le troisième objectif de Bref, c'est les intégrations de frameworks. Il y a toujours des petits détails à régler sur Symfony, sur Laravel, ces choses-là, mais l'idée de Bref, c'est d'abstraire un petit peu tout ça, de corriger les petits détails des cookies ou des machins qui ne fonctionnent pas très bien, et de faire en sorte qu'on puisse garder notre expertise sur notre framework avec lequel on a l'habitude, et profiter de ces nouvelles technologies. Je vous mets juste un petit exemple de l'intégration Symfony, à quoi ça ressemble. Je vais prendre l'index.php de Symfony. Traditionnellement, on initialise le kernel, et puis après on a les lignes commentées, là que vous voyez. Les lignes commentées, c'est ce qu'il y a dans l'index.php classique. On crée la requête à partir des globales, on demande au kernel de la handle, il nous retourne la réponse et on renvoie la réponse. Ça, on l'enlève. À la place, on va démarrer Bref, on va lui passer le kernel Symfony. Et ce que Bref va faire, c'est très simple en fait. C'est qu'il va prendre l'event qui arrive, qui est une requête HTTP, il va la transformer en requête Symfony, objet, et il va passer ça au kernel. Et le kernel, il y vote du feu, parce que pour lui, c'est une requête HTTP normale, tout va bien. Il s'exécute, il renvoie une réponse Symfony, et Bref prend la réponse et la transforme au format qu'Amazon comprend. Pareil pour tous les autres frameworks. Je ne rentre pas plus dans le détail. Un petit aperçu aussi de petits helpers que j'aime bien, j'aime beaucoup cet helper-là, c'est pour lancer des commandes Symfony dans des lambdas. Donc je prends ma ligne bin console classique, je remplace ça par Bref CLI, et pouf, ça tourne dans une lambda. C'est super pratique pour les migrations de doctrine, pour toutes ces choses-là, parce que souvenez-vous, dans cette nouvelle architecture, il n'y a pas de SSH, on ne se connecte pas au serveur en prod, s'il n'y a rien qui tourne, il n'y a rien qui tourne. Donc ça permet de lancer une lambda et d'exécuter des commandes en prod. Qu'est-ce que j'ai après ? Ah oui, parce que j'imagine que vous avez ce sujet-là en tête depuis que j'ai dit qu'on exécutait avec PHP avec JavaScript. Alors, il faut en parler. La question, c'est est-ce qu'il y a un overhead, est-ce qu'il y a un délai à utiliser JavaScript pour lancer PHP ? Oui, il y en a un. De combien ? Suspense. J'ai pris 2 lambdas, une en Node et une en PHP, qui font rien. Donc ça devrait être 0 millisecondes de temps d'exécution. Et je les ai un petit peu bourrinés, et en gros, on a ces chiffres-là. 8 millisecondes de délai sur Node, l'instanciation de tout, 300 millisecondes sur PHP. Clairement, c'est pas top. Seulement, dans les lambdas, on peut choisir la puissance en fait, de la lambda en choisissant la taille de la RAM. Alors, c'est pas la RAM de serveur, c'est la RAM un peu comme dans la PHP Memory Limit, là. Et plus on prend de RAM, plus on a un CPU qui est puissant derrière. Et donc, si on commence à prendre les CPU intéressants, ça se stabilise autour de 20 à 25 millisecondes. Alors, pour des applications qui répondent des API, des sites web, ça qui répondent en 5 millisecondes, 20 millisecondes, c'est pas top. Clairement, ça va pas le faire. La conclusion que j'en tire, c'est pour 80% des applications PHP qui existent aujourd'hui, pour moi, c'est viable. 20 millisecondes de délai, c'est acceptable pour des applications qui répondent généralement en 100, en 300, en 1 seconde des fois. C'est viable, parce qu'il faut aussi prendre en compte que c'est à nuancer avec ce qu'on y gagne. On y gagne en scalabilité, on y gagne bien sûr en facilité d'hébergement, on y gagne aussi en stabilité des temps de réponse. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà bossé sur une appli où on travaille à fond pour avoir des super bons temps de réponse, on met ça en prod, il y a 100 millisecondes, c'est génial.
puis à un moment, il y a un petit pic de trafic. Et puis là, on passe de 100 millisecondes à 500, à 1 seconde, et ça fout les boules parce que c'est le moment où c'est le plus important, et on a des temps de réponse un peu moisax. Et avec cette infrastructure-là, on a la capacité d'avoir des temps de réponse qui restent stables, parce que comme je vous l'ai montré, c'est stateless. Si on a bien fait son infra et qu'on est sur du serverless de bout en bout, bah, nos temps de réponse vont rester assez stables. Il n'y a pas de raison en tout cas que les conteneurs s'interfèrent. Donc potentiellement, dans certains cas, on pourrait avoir des temps de réponse encore plus rapides. Donc là je parle de HTTP, mais il y a d'autres cas d'utilisation. Les workers, c'est un cas d'utilisation génial. Alors on a 20 millisecondes de délai dans le traitement des messages, mais ce qu'il faut voir, c'est que sur une file de messages, on supprime en fait la file d'attente. Les workers sont instanciés directement quand un message est poussé dans une file de messages. Donc on n'a plus, genre j'ai 100 workers, et puis il y a 100 000 messages dans la file de messages, et il faut attendre une demi-heure pour que tout soit traité. Ça, c'est absolument génial. Alors bien sûr, il y a des limites, hein, mais j'extrapole, mais voilà. Autre cas d'utilisation, les crons, les process batch, etc. 20 millisecondes de délai sur le démarrage, on s'en fout. Alors si on revient au HTTP, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, par exemple API Gateway. API Gateway, c'est ce qui permet, en fait c'est un peu le serveur Nginx ou Apache qui correspond en PHP à ce qu'on utilise. Donc c'est le serveur web qui lance les lambdas. Et ça rajoute à peu près 15 millisecondes de délai, de temps réseau, de latence, etc. Donc il faut le prendre en compte aussi. Maintenant, généralement dans les applis, vous avez peut-être déjà PHP-FPM et Nginx ou Apache devant, et puis peut-être un Varnish ou un reverse proxy, un load balancer, un CDN, je ne sais quoi. Donc vous avez peut-être déjà un peu des temps réseau comme ça. À voir. En tout cas, je vous passe l'information. Et enfin, très important, les cold start. Parce que quand j'ai dit qu'il y a une requête qui arrive, le conteneur s'instancie, traite la requête et s'éteint, j'ai un petit peu menti. En vrai, c'est pas tout à fait ça. Amazon va garder l'instance en mémoire active pour que la prochaine exécution ce soit plus rapide. C'est ce qu'on appelle une lambda qui est warm, qui est en mémoire. La première exécution, c'est un cold start. On part de zéro et on démarre le conteneur. Donc ça prend plus de temps. Beaucoup plus de temps. Alors on va oublier les petites lambdas avec PHP. De toute façon, c'est pas très très cher les lambdas, donc généralement ça se passe plutôt bien. Vous voyez qu'avec 1 giga de RAM, de mémoire, on est sur un cold start à 200 millisecondes, donc c'est un petit peu gênant. À vous de voir si c'est acceptable sur vos applications. Moi j'imagine un site, je sais pas, qui vend des billets à 8 heures, le billet de concert est en vente, il y a énormément de monde qui se connecte, les gens vont se prendre effectivement 200 millisecondes de temps sur le premier chargement. Après, il y a des temps de réponse stables, donc c'est peut-être un compromis qui est acceptable. Voilà, à juger. Alors, tous ces chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres que j'ai mesurés. Mesurez-les sur vos applis, ça peut varier. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est tout ça avant toute optimisation. Pour l'instant, je n'ai pas travaillé sur l'optimisation de ces chiffres-là. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté Opcache il y a 3 mois. Donc ça ne change pas les temps de démarrage, mais ça change le temps d'exécution de PHP, bien sûr. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Il y a aussi Amazon là il y a une conférence dans pas si longtemps, Amazon Reinvent, et j'ai entendu dire qu'ils allaient annoncer des choses sur les cold start pour les diminuer, voire même les faire disparaître, donc je ne sais pas du tout si c'est une rumeur, mais toujours est-il, les performances, ce sont des sujets à suivre en continu, je pense, et pas se bloquer là-dessus. Alors, des petits détails un peu random, des petites surprises qu'on peut avoir quand on commence à s'y mettre, rien de très grave, mais autant en être conscient. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de base de données sur Amazon Lambda. Donc on a l'habitude du serveur, on met PHP, MySQL, Apache, tout ça. Bon, là, la base de données, il faudra le faire séparément. Il y a Amazon RDS, il y a plein de services qui existent, mais voilà. Le système de fichiers est read-only sur les lambda. Donc, par exemple, je pense au Cache Symfony ou Laravel, il va falloir le générer avant de déployer. Alors, dans Bref, il y a la doc, il y a les outils pour faire ça, mais voilà, on ne va pas pouvoir écrire sur disque. Les logs, c'est pareil, on ne va pas les écrire sur disque, d'autant plus parce que c'est perdu à la fin de l'exécution. À la place, on va les pousser vers un service cloud, serverless, type, ça peut être ELK, mais ça peut être Logly ou je ne sais quoi. Avec Bref par défaut et avec les lambda par défaut, ce qu'on log, ça va dans CloudWatch sur Amazon, donc ça marche très bien. Mais voilà. Autre aspect, les assets. Si on fait un site web, donc une API, ça marche très bien. Un site web, c'est un peu moins approprié dans le sens où il va falloir servir du CSS et du JavaScript. Donc ça, on ne va pas les servir avec PHP, c'est un petit peu bizarre. On va soit utiliser CloudFront ou on va utiliser un CDN, c'est-à-dire qu'on les met sur S3 ou sur n'importe quel CDN et puis ça marche. Mais il faut y penser. Je suis en train de travailler justement pour simplifier ça dans Bref. Et enfin, APCU, on oublie, parce qu'il n'y a pas de mémoire partagée entre les exécutions, entre les process, tout ça. Donc on peut utiliser n'importe quel autre cache, mais APCU, on va oublier.
Et j'enchaîne avec les études de cas. On est en retard, mais ça va. J'ai 3 études de cas à vous montrer. Donc ce sont des projets qui utilisent Bref et Amazon Lambda en production. Le premier est très simple, c'est un site web qui s'appelle Return True to Win. C'est des petits puzzles en PHP, donc c'est un site web, on y va, il y a un petit bout de code, il faut remplir les trous pour faire en sorte que la fonction elle renvoie true. Et si on renvoie true, on peut passer au niveau suivant. C'est souvent des petits bouts de code un peu bizarres en PHP. Il y en a qui l'ont utilisé ici. Yes, cool. Et alors ça tourne avec 2 lambda Amazon. La première pour faire le site web, et la deuxième pour l'exécution du code pur. Parce que, pourquoi j'ai fait ça? À l'origine, je voulais faire ce site, ça fait un moment que ça me travaillait, mais exécuter le code qui vient d'Internet sur mon serveur, ça me branchait pas trop. Alors j'avais regardé du côté des machines virtuelles, du côté des conteneurs, un peu compliqué, et j'étais un peu feignant honnêtement, et en plus je savais pas trop combien ça allait me coûter en hébergement, tout ça. Donc j'ai implémenté, c'est là où j'ai découvert un peu les lambdas, et c'est là où j'ai implémenté ça sur les lambdas. Donc j'exécute le code dans une lambda, quoi qu'il se passe à la fin, moi j'ai mon résultat, même si ça a craché, ça crache pas le site web. Et je l'ai partagé sur Twitter, Reddit, tout ça, et ça a bien marché, c'est cool, il y a eu des visites, ça c'est le premier mois, et il y a eu pas mal de trafic, et j'étais assez surpris de voir que ça remplit sa promesse, c'est-à-dire que j'ai rien eu besoin de faire. Si j'ai eu besoin de corriger quelques bugs, mais ça c'était mon problème, je fais mon code. Et au niveau de l'hébergement, au niveau du fonctionnement, ça scale tout seul, ça scale up et down tout seul. Et ça a très très bien marché. J'ai eu aucun problème d'indispo ou quoi que ce soit. C'était super cool. Tout au long de ce mois-là, je me suis demandé, c'est cool tout ça, mais combien est-ce que ça va me coûter? À la fin du mois, j'ai payé 3 $. J'étais assez soulagé. Assez soulagé et assez intrigué aussi, parce que ça avait très bien marché et ça m'avait coûté très peu cher. Et à ce moment-là, je travaillais sur un autre projet qui s'appelle PrettyCI. Alors PrettyCI, c'est un SaaS d'intégration continue pour le guide de style en PHP. Donc grosso modo, on push sur GitHub et ça fait tourner PHP Code Sniffer et PHP CS Fixer pour valider le code. Et à l'origine, j'avais commencé ça avec Laravel, avec des workers PHP, une base de données classique. Et grosso modo, la manière dont ça marche, c'est on push sur GitHub, il y a un webhook qui appelle mon API, et moi dans mon API, je mets un message dans une file de messages, et j'ai des workers, j'ai 5 workers en attente. Dès qu'il y a un message, pouf, ça traite le commit, et ça met rouge ou vert sur la PR. Et ça m'allait très bien, sauf que j'avais un peu peur de ce qui allait se passer s'il y a plus de 5 commits poussés en même temps, il y aurait des files d'attente, des gens qui devraient attendre, le build il passe pas, la PR elle est bloquée, etc. Ou alors il faut que je scale mon nombre de workers et donc je prenne des nouveaux serveurs et combien ça allait me coûter parce que j'ai des plans open source gratuits, bref. Pas mal de questions, et j'ai testé Amazon Lambda, ça marchait bien, je me suis dit je vais passer mes workers sur Amazon Lambda. Donc c'est ce que j'ai fait, là on pousse un commit webhook, ça va dans l'API, ça met un message, et là le message déclenche l'exécution, enfin la lambda traite le message. Donc le résultat c'est que j'ai plus de file d'attente. Dès qu'il y a un commit qui est poussé, en moins de 5 secondes, j'ai un statut vert ou rouge sur GitHub. Et ça c'est un écran que je vois souvent, c'est-à-dire que j'ai PrettyCI qui est vert ou rouge, et j'ai tous les autres builds style Travis, etc. C'est en pending. C'est même pas que les tests ils sont longs, hein, c'est juste que c'est en pending, ça attend qu'un conteneur se libère. Donc pour l'expérience utilisateur c'est génial. Moi, en tant que développeur, c'est génial parce que j'ai pas besoin de m'occuper à scaler ou je ne sais quoi, juste ça marche. Ça me coûte honnêtement très peu. Et les coûts sont prévisibles parce que je sais combien de temps les builds me durent en moyenne, donc je peux faire x10, x100, je sais anticiper les coûts. Et le dernier retour d'expérience, c'est Enoptea. Alors Enoptea, on a une partie de l'équipe qui est ici. Je tiens à les remercier pour 2 choses. Déjà parce qu'ils partagent ces chiffres-là avec nous aujourd'hui, et parce qu'ils contribuent aussi à Bref. Ils ont ajouté des features super sympas, donc merci à eux. Si vous voulez leur poser des questions à la fin, je pense qu'ils seraient ravis d'y répondre. Enoptea, c'est une startup lyonnaise, et ce qu'ils font, grosso modo, ils processent beaucoup de factures énergétiques, donc beaucoup de jobs asynchrones, de traitement de tâches de fond. Et c'est une startup lyonnaise qui marche bien, c'est cool, ils sont en croissance, ils traitent de plus en plus de jobs chaque mois, c'est génial. Seulement à un moment, bien sûr, ils ont vu la facture Amazon commencer à grimper, ce qui est toujours gênant, et quand on grossit comme ça, il faut scaler l'infrastructure qui est derrière, il faut s'en occuper, il faut la scaler. Donc ce qu'ils ont commencé à faire en juillet, alors ils étaient sur des machines EC2 avec du PHP, des workers classiques. À partir de juillet, ils ont commencé à migrer vers Bref et vers Amazon Lambda. La migration n'est pas terminée, mais dès juillet, ils ont commencé à voir leur facture Amazon descendre. Ce qui est assez sympa quand on est une startup. Là, il n'y a pas de chiffre total à partager, mais il y a un chiffre très intéressant sur un microservice qui a été migré entièrement de C2 à Amazon Lambda. Ils sont passés de $800 par mois à $90 par mois. Super intéressant. Ce qui est super intéressant, bon, déjà, l'entreprise fait des économies, c'est cool. Elle
elle augmente aussi sa marge, moins de coûts pour plus de traitement derrière. Et ce qu'ils m'ont partagé aussi, c'est que c'est génial, ils ont beaucoup moins à se soucier de ce qu'on va réussir à scaler pour tenir tel ou tel client. Et ça, pour une startup, ne pas avoir beaucoup moins de limites en fait, à scaler, quand le business va bien, ça a une valeur ajoutée qui est géniale. Quoi. Donc voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on en conclut quoi? Est-ce que c'est parti, là, on sort de la salle et on va tout migrer sur serverless bon, la question, c'est plutôt, est-ce que serverless est mature? Est-ce qu'il faut se lancer là-dessus? Les technologies serverless, par exemple Amazon Lambda, et surtout Amazon Lambda, sont matures. C'est très stable, c'est très fiable, c'est utilisé par des très grosses boîtes, et aujourd'hui ça a fait ses preuves. Il y a énormément de retours en ligne que vous pouvez lire, qui sont d'ailleurs très intéressants, qui montrent que ça fait vraiment le job. Ça c'est cool. L'écosystème serverless, par contre, n'est pas mature. C'est encore des technologies qui sont nouvelles. On le voit en PHP, c'est encore tout nouveau. Donc, non, ça n'est pas mature. Je vous conseillerais plutôt de migrer déjà des petites applis, des petites choses, des petits workers, ces choses-là, et de se faire la main avant de partir et de tout migrer. Cela étant dit, le fait que ce n'est pas mature, c'est un problème qui se corrige assez facilement. En gros, tout ce qu'on a à faire, c'est essayer, expérimenter, découvrir, se former, augmenter notre connaissance collective, notre expérience collective sur ces technologies-là. Et pourquoi faire ça en fait? Parce que je pense que ça vaut le coup. Ce sont des technologies qui sont très prometteuses, à la fois pour nous développeurs, pour se simplifier la vie, pour avoir une scalabilité qui est assez intéressante, mais aussi pour le business, parce que ça ouvre des opportunités qui sont vraiment très intéressantes, y compris au niveau de l'itération rapide. Alors, en tant que développeur, moi, si je veux faire un petit site web, maintenant, j'ai plus besoin de demander à avoir un serveur ou je ne sais quoi. Je pousse une lambda, et grosso modo, ça va coûter très peu de choses à l'entreprise. Donc, avoir les développeurs qui sont indépendants pour tester des nouvelles choses, c'est assez génial. Donc voilà, je vous encourage à aller tester tout ça. Le projet est sur GitHub. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre maintenant ou après si vous me croisez. C'est toujours un sujet qui me passionne. Et si ça vous intéresse aussi, j'ai des petits stickers Pretty CI. Voilà. Je les distribuerai tout au long de la conf. Et je vous remercie pour votre attention et encore une fois, désolé pour le retard. On a du temps pour les questions si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Merci Mathieu pour la conf. J'avais une question, c'est est-ce que tu saurais pourquoi les principaux providers ne gèrent pas PHP nativement? Et est-ce que tu sais si potentiellement ils vont prendre en compte ça rapidement? Pourquoi Amazon ne supporte pas PHP, c'est ça? Les principaux providers. Ouais. Alors, je sais que pour Amazon, enfin je sais, non, ce sont des discussions un peu informelles, mais pour Amazon, a priori PHP a une très mauvaise image en interne, et donc c'est un peu un choix conscient de se dire PHP c'est nul, on ne le supporte pas. Après, je pense que plus on va avancer, plus il va y avoir une pression. Ils ajoutent des langages continuellement. Là récemment, je crois qu'ils ont ajouté Go. Donc je pense qu'un jour, il va y avoir le support PHP. Ce qui serait très cool pour Bref d'ailleurs, parce que le support PHP, c'est qu'un détail. Et j'espère que ce sera le cas en tout cas. Ouais. Mais j'ai pas plus d'infos à partager, désolé. Bonjour, j'ai juste une question qui concerne les entreprises qui ont leur propre infrastructure en interne et qui ne veulent pas travailler avec les grands fournisseurs extérieurs. Est-ce qu'on a des solutions aujourd'hui qui se développent autour de l'open source? Alors oui, il existe des solutions qui se concentrent par exemple sur Kubernetes, ce genre de choses. Il y a des solutions open source, il y a OpenFaaS et Kubeless, je crois, pour faire tourner, en fait, pour avoir une interface serverless. Moi, en tant que développeur dans l'entreprise, j'ai une interface serverless, je peux déployer des lambdas, et derrière, ça tourne sur un data center qui est géré avec du Kubernetes. On perd bien sûr les avantages on doit gérer son infrastructure, hein, mais si l'entreprise est assez grosse pour se dire j'ai une équipe infra et le reste des développeurs en fait sont des consommateurs de cette infrastructure, ça marche plutôt bien. Après, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus maintenant. Oui, de ce côté-là. J'ai une question par rapport au lambda. Est-ce que ce serait pas... Enfin, pour moi, ça ressemble beaucoup à un rebranding de ce qu'on pouvait faire dans le début des années 2000 avec les serveurs mutualisés, en plus intégré, plus pratique, avec certains avantages. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça et quelle est vraiment la différence qu'on va avoir entre les deux, sachant qu'on va avoir les mêmes bénéfices en termes de rapport coût, notamment par rapport à tes deux courbes et tes surfaces vertes et bleues, où dans le mutualisé, on va s'approcher
beaucoup comment dire, de ne payer que ce qu'on consomme réellement. Absolument, absolument. On est en train de réinventer le PHP des années 2000, mais c'était spécifique à PHP quand même, et à son modèle d'exécution où une requête, c'est un process, etc. Il y a quand même une petite différence, c'est que avant, si je payais 15 € par mois pour un serveur mutualisé, je payais 15 € par mois pour un truc qui était fixe, je me prenais un pic de trafic, je ne vais pas scaler comme aujourd'hui, je vais pouvoir scaler sur Amazon. Mais grosso modo, pour moi, c'est Lambda, c'est de l'hébergement mutualisé gigantesque, cross-language, et par contre, je paye à la seconde. Ça, c'est différent. Ouais. Merci, c'était la dernière question. Merci beaucoup. Mathieu.